avril 2024, chers téléspectateurs, c'est avec un grand plaisir d'être avec vous dans ce journal en cette soirée du mercredi 10 avril 2024. Dans les détails des informations de ce jour, c'est aujourd'hui que l'Aïd el-Fitr a été célébré pour la communauté musulmane. Cela marque la fin du mois de Ramadan, un mois de jeûne et d'introspection. À cette occasion, la communauté musulmane de Madagascar a effectué une culte et un dîner collectif. Reportage signé Setar Gianas et Antar Khatanraville. Après un mois de Ramadan, les musulmans ont célébré ce jour l'Aïd el-Fitr. Cette fête, qui marque la fin du mois sacré de l'islam, est célébrée en famille, avec les proches, par plus d'1 milliard de musulmans. Le but étant de mettre l'accent sur la fraternité, la réconciliation et le pardon. À cette occasion, les musulmans se rendent le matin à la mosquée pour une prière et une prêche marquant la fin du mois de Ramadan et l'entrée dans le mois suivant selon les explications. Durant le Ramadan, les musulmans jeûnent de l'aube au coucher de soleil. Le respect du calendrier lunaire est important pour les musulmans et a un impact sur la façon dont les gens vivent le Ramadan. Pour la communauté musulmane d'Antananarivo, ce jour a été marqué par un culte et un dîner collectif aux mosquées des 67 hectares. Page politique pour continuer, la CENI publiera la liste officielle des candidats aux élections législatives le 16 avril prochain selon les informations, tandis que le tirage au sort pour déterminer le numéro des candidats dans le bulletin unique ainsi que le temps d'antenne gratuit sur les médias publics nationaux durant la campagne électorale se déroulera le 17 avril. Reportage. D'après les explications fournies par Souave Andjiamartavk, rapporteur général de la CENI, la liste officielle des candidats aux élections législatives sera publiée le 16 avril prochain. Par ailleurs, le tirage au sort pour déterminer le numéro d'ordre des candidats dans le bulletin unique, ainsi que le temps d'antenne gratuit sur les médias publics nationaux durant la campagne électorale se tiendra le 17 avril. Selon toujours les explications de Souave Andjiamartavk, les candidats dont les dossiers n'ont pas été validés par l'OVEC en 48 heures, soit les 10 et 11 avril, pour saisir la CENI afin que cette commission puisse étudier leur cas. Un autre délai de recours contentieux de 48 heures, soit les 13 et 14 avril, est accordé dans le cas où des candidatures sont invalidées par la CENI afin de permettre aux concernés de saisir la HCC. La décision de cette dernière devrait sortir sous 24 heures, selon les informations. En santé, le développement et l'amélioration des services de santé au sein de l'hôpital militaire de Souave Nanjing se poursuivent toujours. Preuve en est l'arrivée des partenaires de East Foundation Limited, des médecins de Hong Kong. Mervoulas Ferran nous en dit plus dans ce reportage. L'hôpital militaire Souave Nanjing continue de progresser dans le développement et l'amélioration de ses services de santé avec l'arrivée des partenaires de East Foundation Limited, des médecins de Hong Kong. Cette organisation chrétienne, engagée dans des actions caritatives, notamment dans le domaine médical, a choisi d'offrir ses services gratuitement à l'hôpital militaire Souave Nanjing. Les domaines d'intervention de cette collaboration incluent la chirurgie maxillofaciale pour la réparation des fentes, la chirurgie orthopédique pour corriger des déformations des jambes dès la naissance, ainsi que les traitements des cicatrices causées par des brûlures. Ces secteurs spécifiques bénéficieront de l'expertise des médecins étrangers de East Foundation Limited au cours des 2 prochaines semaines. Depuis 2014, East Foundation Limited collabore avec l'hôpital militaire en réalisant des missions humanitaires annuelles à Madagascar, partageant ainsi leurs connaissances et expériences avec des médecins locaux. En plus de leur intervention médicale, ils ont également fait un don de nouveaux équipements à l'hôpital Souave Nanjing, tels que des respirateurs et du matériel de sédation et de réanimation pour les anesthésistes et réanimateurs. Cette fois, il envisage d'effectuer 22 chirurgies maxillofaciales et 15 chirurgies orthopédiques. À noter que cette opération entre dans le cadre de la mise en œuvre des instructions du ministre des Forces armées, le général Saivé Lalamounza Delphin. Cet événement est destiné à la promotion des aspects humanitaires tels que définis par le premier pilier de la politique générale de l'État. Dans un tout autre sujet, au total, 716 ménages ont encore leur foyer sous les eaux à Tolanar dans la région Anos, suite aux intempéries dans cette localité depuis le 23 mars dernier. La plupart d'entre eux ont été contraints de déménager chez des proches, tandis que d'autres ont déménagé dans des sites d'hébergement. Le gouvernement, en collaboration avec le PAM, leur a apporté des aides. Amiana Martina.
La ville de Fort-Dauphin, capitale de la région Annecy, a été durement touchée par les intempéries depuis le 23 mars dernier. De nombreux villages ont été inondés et plus de 700 familles ont été contraintes de déménager à cet effet, selon les informations. Ces derniers ont dû déménager chez des proches ou dans des sites d'hébergement. Face à cette situation, des mesures d'urgence ont été prises par le gouvernement en collaboration avec le PAM à travers le BNGRC. Une aide leur a été apportée et constituée de riz, de légumineux, d'huile, de couverture et bien d'autres. Cela entre dans le cadre de la mise en œuvre de l'un des piliers de développement du gouvernement, qui est le capital humain. Le gouverneur de la région Annecy a lancé un appel aux habitants à prendre leurs responsabilités en nettoyant les alentours de leur habitation pour éviter la stagnation des eaux de pluie dans les zones résidentielles. Concernant les actualités sportives, Madagascar est prête à accueillir cette année le championnat d'Afrique de rugby à 15 féminin. Cette compétition qui se tiendra du 4 au 12 mai sera disputée par 4 pays d'Afrique. Les deux équipes lauréates lors de cette CAN recevront chacun leur ticket pour la Coupe du Monde 2025, ce qui est l'objectif pour Madagascar, déclare le Malagasy Rugby. Inter Razonarville. Le championnat d'Afrique de rugby à 15 féminin se tiendra à Madagascar du 4 au 12 mai. 4 pays, à savoir l'Afrique du Sud, le Kenya, le Cameroun et Madagascar y participeront. Cette compétition a déjà eu lieu dans notre pays l'année dernière, mais en raison du report du championnat du monde qui aura lieu en 2025, une autre compétition de CAN doit être à nouveau se tenir selon les explications. Ainsi, les résultats lors de la CAN de rugby à 15 féminin 2023 ne seront plus considérés. L'équipe féminine maquis de Madagascar prépare cette compétition depuis longtemps, indique le Malagasy Rugby. Par ailleurs, le stade maquis est également en cours d'amélioration pour pouvoir accueillir une compétition internationale comme celle-ci, selon les informations. Cette compétition est une voie permettant aux maquis féminins de participer au championnat du monde de rugby à 15 qui se tiendra en 2025. Ensuite, le club du collège Saint-Michel s'est classé deuxième lors de la compétition internationale de football dans la catégorie des moins de 17 ans dénommée Tournoi Q7 Festifoot organisé à Q7, une commune de la France. Ces équipes se sont affrontées et l'équipe de collège Saint-Michel a perdu en finale face à l'équipe de l'AS Boulogne. L'équipe de Saint-Michel est retournée dans le pays hier et de nombreux supporters sont venus l'accueillir. Toujours avec Anzar Hazanaville. Les joueurs du club Saint-Michel sont rentrés au pays hier après avoir participé à la compétition mondiale de football dans la catégorie des moins de 17 ans, le tournoi Q7 Festifoot qui s'est déroulé à Q7 en France le week-end dernier. Lors des 6 matchs auxquels le Saint-Michel a participé, ils en ont gagné 4 et en ont perdu 2. Une défaite en phase de groupe et une en finale face à l'équipe de l'AS Boulogne, Bilancourt, après la séance des tirs au but. Un résultat que l'on peut qualifier de satisfaisant, selon l'entraîneur, même s'il a eu quelques failles, notamment sur le plan physique. La participation à telle compétition internationale est importante pour progresser. De nombreuses expériences ont été acquises au cours de la compétition, ont déclaré les joueurs. Passons à présent aux actualités internationales en Afrique du Sud. L'ex-président sud-africain Jacob Zuma sera finalement candidat aux élections législatives prévues fin mai dans ce pays, après qu'un tribunal électoral a annulé son exclusion du scrutin liée à une condamnation à la prison en 2021. France 24. C'est le soulagement pour les partisans de l'ancien président Jacob Zuma qui était venu lui porter soutien devant le tribunal de Johannesburg. Pour nous, il faut que Zuma se présente. Il est comme notre père. C'est écrit dans la constitution sud-africaine, toute personne condamnée à une peine de prison supérieure à 12 mois ne peut pas se présenter aux élections présidentielles. Jacob Zuma, poursuivi dans plusieurs affaires de corruption, a été condamné à 15 mois de prison pour outrage à la justice en 2021. Mais grâce à une remise de peine écourtée à 3 mois pour raison médicale, il pourra finalement représenter son parti aux élections du 29 mai prochain. Si beaucoup de gens ont dit qu'ils voulaient que je me présente, qui peut s'y opposer parce que nous gouvernons selon la règle de la majorité et que c'est dans la Constitution. Comment peuvent-ils ne pas être d'accord avec cela ? Les élections s'annoncent compliquées pour l'ANC qui pourrait bien perdre sa majorité pour la première fois en 30 ans. Pour cause, de multiples scandales de corruption et blanchiment d'argent et son incapacité à relever une économie en berne, plombée par un chômage endémique et une pauvreté croissante.
Selon les derniers sondages, le parti historique créé par Nelson Mandela remporterait un peu plus de 40% des voix, contre quelques 27% pour le premier parti d'opposition, l'Alliance démocratique. Pour sa part, le MK, Umkhonto we Sizwe, pourrait remporter 15 à 20% des voix en mai prochain. Si vous regardez l'ANC dirigée par Ramaphosa et ce que le pays est devenu ici en Afrique du Sud, il y a un sérieux besoin de changement. Les Sud-Africains l'ont compris, il n'y a pas de place pour les petits partis politiques. Si vous voulez retirer l'ANC du gouvernement, le seul moyen d'y parvenir est de passer par le parti MK. Depuis l'adhésion de Zuma au parti MK, l'ANC cherche à se distinguer de ce dernier et a déposé une requête en urgence contre l'utilisation illégale des marques, symboles et de l'héritage de l'ANC. Ensuite, la plus haute juridiction de l'Arizona a estimé mardi qu'une loi de 1864 interdisant la quasi-totalité des avortements était applicable, une décision symbolique avec d'importantes implications électorales à quelques mois de la présidentielle dans cet État clé du sud-ouest des États-Unis. Cette loi interdit tout avortement dès le moment de la conception, sauf si la vie de la mère est en danger. Reportage de France 24. Une loi vieille de 160 ans, de retour dans la vie de plus de 7 millions d'Américains et surtout d'Américaines. En Arizona, d'ici quelques jours, avorter sera presque totalement interdit. La plus haute juridiction a tranché, au grand regret du gouverneur démocrate de l'État. Je suis dévastée par cette décision et je sais que de nombreux habitants de l'Arizona le sont également. L'interdiction quasi totale datant de la guerre de sécession, qui continue à peser sur nos têtes, ne fait que créer davantage de chaos pour les femmes et les médecins de notre État. Le texte de 1864 interdit tout avortement dès le stade embryonnaire. Pas de dérogation en cas de viol ou d'inceste. La mise en danger de la vie de la mère est la seule exception. Une législation radicale dénoncée par la Maison-Blanche. Avec la décision d'aujourd'hui, des millions d'Arizoniens seront bientôt confrontés à une interdiction de l'avortement encore plus extrême et dangereuse qu'auparavant. Joe Biden, de son côté, qualifie la décision de cruelle. Depuis la révocation de l'arrêt Roe v. Wade en 2022 et la fin de la protection nationale de l'IVG, une quinzaine d'États a restreint les droits à l'avortement. Dès les premiers jours de l'embryon pour les plus radicaux, à quelques semaines pour d'autres, l'avortement est un sujet éminemment politique qui sera au cœur de la campagne de l'élection présidentielle de novembre prochain. Et des bombardements israéliens meurtriers ont frappé mardi la bande de Gaza, où Israël maintient son projet d'offensive terrestre sur la ville surpeuplée de Rafah pour vaincre le Hamas, pendant que les pays médiateurs tentent d'avancer vers un accord de trêve associé à une libération d'otages. France 24. Plus de 6 mois de guerre et toujours autant de fumée au-dessus de Gaza. Au vu de la réponse du Hamas à la dernière proposition des médiateurs, elle ne devrait pas disparaître de sitôt. Nous avons vu Israël faire quelques pas en avant en matière de ce qu'il met sur la table et bien sûr nous avons vu les déclarations publiques du Hamas qui ont été, disons, pas très encourageantes. Mais dans les faits, il semblerait que le mouvement islamiste étudie la proposition de trêve. En coulisses, les Qataris, les Égyptiens et les Américains tentent de faire pression. Nous avons une offre qui est sur la table pour le Hamas, qui est très sérieuse et qui devrait être acceptée. Le Hamas pourrait aller de l'avant immédiatement et obtenir un cessez-le-feu qui profiterait à la population de Gaza. Un cessez-le-feu de 6 semaines, c'est la première étape de la proposition de trêve. Elle prévoit aussi la libération de 42 otages israéliens en échange de 800 à 900 Palestiniens incarcérés en Israël, l'entrée de 400 à 500 camions d'aide alimentaire par jour et le retour chez eux des habitants du nord de la bande de Gaza. Dans un deuxième temps, tous les autres otages seraient libérés. Israël estime qu'il en resterait encore 129, dont 34 seraient morts. En échange, serait libre un nombre encore indéterminé de détenus palestiniens. Enfin, troisième et dernière étape, le retrait complet de l'armée israélienne de la bande de Gaza et la fin du siège du territoire imposé par Israël après la prise de pouvoir du Hamas en 2007. Washington tente aussi de faire pression sur Benyamin Netanyahou pour qu'il renonce à une opération sur la ville de Rafah.
Nous discutons avec eux de moyens alternatifs et à notre avis efficaces pour résoudre un problème qui doit être résolu, mais en le faisant d'une manière qui ne mette pas en danger les innocents. Alors qu'Israël dit avoir fixé une date pour cette opération, Washington affirme ne pas avoir été mis au courant. Chers téléspectateurs, voilà que prend fin cette édition. Nous vous remercions de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Excellente soirée à tous. Au revoir.